J'ai reçu les papiers du divorce par email alors que j'étais encore dans le désert. 13 ans de mariage réduit à une pièce jointe PDF. Je m'appelle Benjamin, 42 ans, sergent-chef dans la 82e division aéroportée. J'étais à Kandahar depuis 4 mois quand Cathy a décidé qu'elle en avait fini d'attendre. L'objet du mail disait « Soyons adultes ». Le message faisait 3 phrases. Elle avait déjà déposé les papiers. Elle avait déjà vidé notre compte commun. Elle avait déjà emménagé son nouveau petit ami, Jérémy, dans notre maison à Spokane. J'ai lu l'email 2 fois, refermé mon ordinateur, pris une douche dans la cabine commune, me suis habillé pour ma garde, sans dire un mot à personne. Quand je suis revenu à ma couchette ce soir-là, j'ai répondu par un seul mot, compris. C'est tout. Pas de dispute, pas de supplication, pas de menace. Ethan, mon camarade de chambrée, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Ça va, mec? M'a-t-il demandé sans lever les yeux de son livre. Ouais, j'ai dit. Juste des trucs à la maison. Il a hoché la tête, et c'en était fini. Les gars de l'armée savent quand il ne faut pas insister. La vérité, c'est que je n'étais pas surpris. 6 mois avant le déploiement, des choses avaient changé. De petites choses. Cathy ne me demandait plus comment s'était passée ma journée, elle rentrait tard du cabinet dentaire où elle répondait au téléphone, elle allait à la salle de sport 3 fois par semaine sans jamais vraiment transpirer. De nouveaux vêtements, de nouveaux amis que je ne rencontrais jamais, de nouveaux mots de passe sur son téléphone. Je ne l'ai pas confrontée, je ne suis pas allé fouiller dans ses messages ni la suivre. Ce n'est pas mon genre. Mais je n'étais pas aveugle non plus. Alors j'ai pris des mesures discrètes. Rien de spectaculaire, juste des précautions. J'ai sécurisé des documents importants dans un box de stockage à l'autre bout de la ville, acte de naissance, certificat de mariage, titre de propriété de la maison à mon seul nom grâce au prêt VA, papier concernant mes prestations militaires. J'y ai aussi mis la montre de mon grand-père et l'argenterie de ma mère, des choses qui comptaient. J'ai ouvert un compte séparé dans une autre banque et commencé à y verser une partie de ma solde. Pas assez pour qu'elle le remarque, mais assez pour ne pas repartir de zéro si ça tournait mal. La veille de mon départ, elle m'a serré dans ses bras à l'aéroport et a dit « Reviens sain et sauf, d'accord ?» Ses yeux étaient secs, comme si elle disait au revoir à un collègue, pas à un mari qui partait en guerre. J'aurais dû comprendre à ce moment-là, mais une partie de moi espérait encore me tromper. Ce n'était pas le cas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais prêt pour ce moment. Et ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je ne commence jamais les conflits. Mais je les termine toujours. J'ai rencontré Cathy à un barbecue chez un ami, en février 2010. J'étais de retour entre 2 missions, hébergé chez mon pote Jason à Spokane. Elle terminait ses études d'infirmière mais a finalement travaillé à l'accueil d'un cabinet dentaire. Moins de stress, disait-elle. On s'est mariés 8 mois plus tard. Cathy disait être fière de mon service, même si elle ne le comprenait pas vraiment. Son père était directeur de banque, son frère pharmacien. Aucun militaire dans sa famille. Elle me demandait quand j'allais trouver un vrai boulot, sans réaliser qu'après 15 ans, l'armée, c'était ma carrière, pas un passe-temps. On a acheté notre maison en février 2014. Rien d'extraordinaire, mais c'était à nous. 3 chambres, petit jardin, quartier calme. Mon nom seul figurait sur l'hypothèque grâce au prêt VA, mais je l'avais ajouté sur le titre de propriété, parce que c'est ce que font les couples mariés, ils partagent. Mon père est mort 1 an après notre mariage, une crise cardiaque en pelletant la neige. Ma mère est décédée 3 ans plus tard d'un cancer des poumons, bien qu'elle n'ait jamais fumé de sa vie. Ils m'ont laissé un peu d'argent, pas une fortune, mais assez pour rembourser les prêts étudiants de Cathy et garder un petit coussin. J'ai été déployé 4 fois pendant notre mariage, 2 fois en Irak, 2 fois en Afghanistan. À chaque retour, Cathy semblait un peu plus distante, un peu plus agitée, comme si elle jouait un rôle qui ne lui convenait plus. Je ne me suis pas marié pour être une femme de militaire, m'a-t-elle dit un jour quand j'ai évoqué un nouveau contrat de 4 ans. J'en ai marre d'être seul tout le temps. Je comprenais, vraiment. Mais l'armée était le seul endroit où je m'étais jamais senti à ma place. J'étais bon dans ce que je faisais. On comptait sur moi. En février 2019, les choses ont recommencé à changer, petit à petit. Cathy s'énervait quand j'appelais pendant ses soirées entre filles, elle parlait de son amie Mélissa qui avait divorcé, vivait sa meilleure vie, elle lâchait des phrases comme quoi on n'avait plus grand-chose en commun. J'ai proposé une thérapie de couple. Elle a dit qu'on allait bien, que c'était juste une phase. Ensuite il y a eu les longues soirées au travail, les week-ends avec des amis que je n'ai jamais rencontrés, les nouveaux vêtements, l'abonnement à la salle qu'elle utilisait à peine. J'aurais dû la confronter. Mais ce n'est pas mon style. Ça ne l'a jamais été. Mon père m'a appris à réfléchir avant de parler, à être sûr avant d'agir. Alors j'ai observé, et j'ai préparé discrètement, parce que mon instinct me disait qu'un truc se tramait. Et dans cette vie, on apprend à faire confiance à son instinct. 2 semaines après le mail de divorce,
J'étais au mess quand mon téléphone a vibré. Une notification de notre application bancaire. Un nouveau retrait, 8500 $. Presque tout ce qu'il restait. J'ai posé ma fourchette et ouvert l'appli. Le solde de notre compte joint, 212,37 $. Notre épargne, 47 000 $ accumulés pendant des années, avait disparu. Transféré vers un compte que je ne connaissais pas. Murphy, un gars de mon unité, a regardé par-dessus mon épaule. Mauvaise nouvelle? J'ai verrouillé mon téléphone. Non, juste des trucs de compte. Ce soir-là, j'ai appelé la banque depuis le centre téléphonique de la base. Apparemment, Cathy transférait de l'argent depuis des semaines. Petite somme au début, puis de plus en plus grosse. Les gros transferts avaient commencé le lendemain de mon départ. J'ai raccroché et je suis resté un long moment dans le couloir à regarder les autres soldats rigoler, appeler leurs enfants, leurs femmes, leurs parents. Une vie normale autour de moi pendant que la mienne partait en fumée. C'est là qu'Ethan m'a trouvé. Alvarez m'a dit que t'avais l'air d'avoir vu un fantôme au dîner, dit-il. Qu'est-ce qui se passe? Je parle rarement de choses personnelles, mais Ethan m'avait déjà sorti d'une sale situation à Kandahar. Je lui faisais confiance. Ma femme a vidé nos comptes et a emménagé son mec chez nous, j'ai dit. Elle m'a envoyé les papiers du divorce pendant que j'étais en patrouille la semaine dernière. Ethan ne m'a pas sorti les conneries habituelles. Pas de « je suis désolé » ou de « tu trouveras mieux ». Il a juste demandé « c'est quoi ton plan ?» Je sais pas encore. Il a hoché la tête. Dis-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Cette nuit-là, impossible de dormir. J'ai allumé mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre système de sécurité domestique, un truc auquel Cathy avait sans doute oublié que j'avais encore accès à distance. Les caméras montraient un camion inconnu dans l'allée, un homme que je ne connaissais pas promenant notre chien, buvant dans ma tasse à café, portant MON Sweat des Sioux. Et Cathy, qui riait dans la cuisine que j'avais moi-même rénovée pendant mon dernier congé. Quelque chose s'est déclenché en moi. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid. De plus clair. J'ai refermé l'ordinateur et pris mon téléphone. J'ai fait une liste. Appeler James, un ancien de l'armée devenu avocat. Vérifier les conditions du prêt VA, contacter le sergent-major pour un congé d'urgence, revoir les documents de refinancement hypothécaire, un truc que Cathy avait mentionné en passant l'an dernier, vérifier la sécurité de mes comptes de pension militaire. Je ne me sentais plus triste. Même pas en colère. Je me sentais concentré, comme si je planifiais une mission. Ce n'était plus une question d'émotion. C'était une question de stratégie. À 5 heures, avant le début de mon service, j'ai envoyé un email à James avec pour objet « Besoin d'aide juridique, discret et urgent ». Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard, « Appelle-moi ». Ligne sécurisée uniquement. Quand j'ai raccroché après cet appel, je savais exactement ce que j'avais à faire. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de menacer. Je n'avais même pas besoin de la confronter. Il me suffisait d'attendre, d'observer, et de laisser ses propres actes devenir son piège. 2 mois plus tard, j'étais de retour sur le sol américain. Je n'ai pas dit à Cathy que je rentrais, je ne l'ai pas appelée, pas envoyé de message. Je me suis juste enregistré dans un motel du centre-ville de Spokane sous un autre nom et j'ai contacté James. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner à une quinzaine de kilomètres de la ville. « T'as une sale tête ?» dit-il en glissant dans la banquette. « Je me sens pas mieux », ai-je répondu. James m'a tendu un dossier. J'ai tout ce dont on a parlé, acte de propriété, documents de prêt, relevé bancaire, et ça. Il a sorti un papier séparé. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant en fouillant dans tes finances. C'était une demande de refinancement avec ma signature dessus. Sauf que ce n'était pas tout à fait ma signature. Quelqu'un avait essayé de la copier, mais avait raté des détails. L'initiale du milieu était fausse et le geste n'était pas le mien. Cathy a fait ça? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. James a hoché la tête. Il y a 3 mois, elle a utilisé la valeur nette de la maison pour sortir 30 000 $. Ma signature est requise pour ça, puisque le prêt VA est uniquement à mon nom. Elle a imité ma signature, pris un prêt contre notre maison, vidé nos comptes et demandé le divorce, ai-je dit. Une femme bien occupée. Et ce n'est pas tout, ajouta James. Elle a listé son petit ami comme co-demandeur. Il a un casier, 2 conduites en état d'ivresse et une accusation de fraude en 2019. J'ai pris une grande inspiration. Quelles sont mes options? Plusieurs, dit James. Mais d'abord, tu dois décider ce que tu veux. J'y ai réfléchi. Je veux ce qui me revient légalement, et je veux qu'elle comprenne les conséquences. James a souri. Alors voici ce qu'on va faire. Le lendemain, je suis passé devant notre maison. Le camion de son petit ami n'était pas là, mais la voiture de Cathy était dans l'allée. Je me suis garé dans la rue et j'ai observé un moment. J'ai pensé à frapper à la porte, la confronter,
mais ce n'était pas le plan. À la place, je suis allé à la banque, j'ai rencontré l'agent qui avait traité le refinancement, lui ai montré ma carte militaire, la vraie signature sur mon permis de conduire, et les documents falsifiés. Son visage est devenu livide. Je dois signaler cela immédiatement. Je comprends, ai-je dit. J'ai déjà déposé une plainte à la police. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Cathy. À qui tu as parlé à la banque? Jérémy dit que quelqu'un posait des questions. Je n'ai pas répondu. Le jour suivant, je suis allé au bureau du greffier du comté, j'ai déposé une contestation du refinancement pour fraude, enregistré un avis formel stipulant qu'aucun changement sur la propriété ne pouvait être effectué sans ma présence. 2 jours plus tard, Cathy a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie. Benjamin, il faut qu'on parle. La banque a appelé au sujet de la maison. Qu'est-ce que tu fais? Si c'est à cause du divorce, on peut en discuter comme des adultes. Comme des adultes. Les mêmes mots que dans son email. Je n'ai toujours pas répondu. James m'a appelé cet après-midi-là. Ils ont gelé les fonds du refinancement, et il y a plus. Le petit ami de ta femme a conduit ton camion, n'est-ce pas? Celui à mon nom? Ouais. Il s'est fait arrêter ce matin en conduisant malgré une suspension de permis à cause de ses conduites en état d'ivresse. Le véhicule a été mis en fourrière. Bien, ai-je dit. Il y avait aussi des choses intéressantes dans le camion. Des ordonnances du cabinet dentaire où travaille Cathy. Et elle n'était pas vierge. J'ai fermé les yeux. Elle a volé des ordonnances? On dirait bien. La police enquête. J'ai raccroché et me suis assis au bord du lit du motel. Ça devenait plus gros que prévu. Une partie de moi voulait appeler Cathy, la prévenir, vieilles habitudes. Mais ensuite, je me suis souvenu des images des caméras de sécurité, de ma maison, mon chien, ma vie, données comme si ça ne valait rien. Non, c'était le chemin que je devais suivre maintenant. Je ne pouvais pas faire marche arrière, et honnêtement, je n'en avais plus envie. J'ai rencontré l'enquêteur de fraude bancaire le lendemain matin. Il s'appelait Thompson. Petit gars, les yeux fatigués et une tache de café sur sa... Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez, dit-il en étalant des documents sur son bureau. L'un des conjoints part en mission. L'autre y voit une opportunité. Et maintenant? Ai-je demandé. Nous avons gelé les fonds du refinancement frauduleux, mais il y a un problème. Une partie de l'argent a déjà disparu. Combien? Environ la moitié, 14 600 $. Je me suis penché en avant. Où est-ce que c'est allé? Thompson a hésité. Je ne suis pas censé partager cette information. C'est ma maison. Ma signature a été falsifiée. Mon argent a... Il a hoché lentement la tête, puis a tourné son écran d'ordinateur vers moi. Voici les transferts effectués depuis le compte de refinancement. J'ai parcouru la liste. Plusieurs virements à une certaine personne nommée Daniel Spencer, pas Jérémy, quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est qui, Daniel Spencer? Ai-je demandé. Thompson a haussé les épaules. Pas mon département, mais vous devriez demander à votre avocat de faire assigner ces documents. J'ai appelé James dès que j'ai quitté la banque. Daniel Spencer? A-t-il répété. Laisse-moi vérifier. 1 heure plus tard, il m'a rappelé. Je l'ai. Daniel Spencer est un agent immobilier. Spécialisé dans les ventes rapides, les paiements en liquide. Elle comptait vendre notre maison, ai-je dit. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. On dirait bien. Les dépôts étaient probablement des acomptes pour lancer la mise en vente. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Spencer a déjà travaillé avec Jérémy Ryan. Jérémy Ryan, c'est le petit ami de ta femme, oui. Ils ont conclu 3 affaires ensemble ces 2 dernières années. Je me suis assis sur un banc dans un parc, essayant de digérer tout ça. Donc ce n'était pas juste Cathy qui me quittait pour un autre. C'était quoi? Une opération planifiée? Peut-être, dit James prudemment. J'ai fouillé un peu plus sur Jérémy Ryan. Il a un schéma récurrent. Il s'implique avec des femmes en instance de divorce ou dont le conjoint est en mission. J'ai trouvé 3 cas jusqu'ici. À chaque fois, la maison de la femme est vendue bien en dessous de sa valeur marchande à l'un des clients de Spencer. Ryan touche une commission, puis il passe à une autre. Et Cathy, elle était au courant? Difficile à dire. Peut-être qu'elle est aussi une victime, ou peut-être qu'elle est complice. Je me suis frotté le visage. Ce n'était plus seulement une histoire de trahison conjugale. C'était quelque chose de plus gros, de calculé, et d'autres familles de militaires avaient été victimes. On fait quoi? Ai-je demandé. J'ai déjà contacté la division des crimes financiers du FBI, a dit James. Ça traverse les frontières d'État, ça implique du personnel militaire et des prévéas. Ils sont intéressés. Ce soir-là, je suis resté dans ma chambre de motel avec une bière, à réfléchir à tout ça, à me demander si Cathy m'avait manipulé pendant tout notre mariage ou si elle s'était juste laissée entraîner par le plan de Jérémy,
à me demander si ça avait encore une quelconque importance. Mon téléphone a vibré. Encore Cathy. Benjamin, s'il te plaît, appelle-moi. La banque parle de fraude, et Jérémy a été arrêté en conduisant ton camion. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé, qui est Daniel Spencer? Les 3 petits points sont apparus, elle écrivait. Puis plus rien. Puis à nouveau. Puis rien. Finalement, je ne sais pas de quoi tu parles. 14 600, ai-je répondu. Plusieurs virements. Mise en vente de la maison. Pas de réponse pendant 10 minutes. Puis, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, James m'a appelé. Le FBI veut te rencontrer. Ils enquêtent sur Ryan et Spencer depuis des mois. Tu n'es pas le premier, mais tu pourrais bien être le dossier qui fait tomber tout le réseau. Pour la première fois depuis ce fichu email de divorce, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction, pas parce que mon mariage était fini, mais parce que la vérité commençait enfin à sortir. J'ai rencontré les agents du FBI dans leur antenne de Spokane, l'agent Patel et l'agent Donovan. Ils ont enregistré ma déposition, pris des copies de tous les documents que James et moi avions rassemblés. Votre dossier permet d'établir un schéma, a expliqué l'agent Patel. Ça montre une intention, une organisation, ça transforme des incidents isolés en une conspiration. Et Cathy? Ai-je demandé. Ma femme, enfin, mon ex-femme. Les agents ont échangé un regard. Nous déterminons encore son niveau d'implication, a dit prudemment Donovan. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de difficultés financières? De pression pour vendre la maison? J'ai réfléchi. Elle répétait qu'on était, pauvre à cause de la maison, qu'on devrait déménager dans plus petit. Mais je ne voyais pas l'intérêt. On s'en sortait très bien avec mon salaire. Patel a pris une note. Quand a-t-elle commencé à dire ça? Environ 6 mois plus tôt, pile quand elle a dû rencontrer Jérémy. Et pour le refinancement? A demandé Donovan. Elle n'en a jamais parlé. Elle a falsifié ma signature pendant que j'étais déployé. Ils ont posé d'autres questions, pris d'autres notes. Une fois l'entretien terminé, Patel m'a tendu sa carte. Nous vous recontacterons. En attendant, ne confrontez ni votre femme ni Ryan. Il faut qu'on monte ce dossier proprement. J'ai hoché la tête. Compris. Ce soir-là, je suis retourné dans notre quartier, garé dans la rue en face de notre maison. Le camion de Jérémy était de retour, il avait dû le récupérer de la fourrière. La voiture de Cathy, elle, n'y était pas. Mon téléphone a vibré. Message de Cathy, il faut qu'on parle en personne. Rejoins-moi à Riverfront Park demain. J'ai montré le texto à James au petit-déj le lendemain. N'y va pas, m'a-t-il conseillé. Ça ne mènera à rien de bon de lui parler maintenant. Je n'irai pas, ai-je répondu. Mais je veux savoir ce qu'elle fait pendant qu'elle croit que je viens la voir. On est allé à la maison à 9h30. Garé en face. À 9h45, Cathy est sortie, est montée dans sa voiture et est partie en direction de Riverfront Park. Et maintenant? James m'a demandé. Maintenant, on attend, ai-je répondu. 20 minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée. Logo d'agence immobilière sur la portière, Daniel Spencer. Jérémy est sorti pour l'accueillir. Ils ont discuté dans l'allée, puis sont entrés. On les suit? A proposé James. J'ai secoué la tête. Pas la peine. J'ai installé des caméras de sécurité l'an dernier, intérieures et extérieures. Tout est sauvegardé dans le cloud. James a souri. Tu n'avais pas mentionné ça. Ça n'était jamais venu dans la conversation, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai ouvert l'appli de sécurité et incliné l'écran pour que James voie. Spencer et Jérémy étaient dans notre salon. Spencer prenait des photos. Jérémy lui montrait les atouts de la maison. J'ai monté le son. On la met en ligne d'ici la fin de semaine, disait Spencer. J'ai déjà un acheteur intéressé. Offre cash, comme d'habitude. Combien? A demandé Jérémy. 4,20 $. On liste à 4,70 $. Il propose 4,20 $. Tout le monde est content. Et le mari? Cathy dit qu'il fout le bazar. Spencer a haussé les épaules. Les militaires sont tous pareils. Ils râlent, mais ils ont leur mission. Il acceptera un accord pour que ça disparaisse. Je me suis tourné vers James. Tu filmes ça? Il enregistrait déjà le flux sur son téléphone. Chaque mot. J'ai transmis l'accès au flux de sécurité à l'agent Patel avec un court message. En cours. 30 minutes plus tard, notre maison était entourée de véhicules du FBI. Depuis ma voiture, garée plus bas dans la rue, j'ai regardé les agents sortir. Spencer et Jérémy menottaient. Mon téléphone a sonné. C'était l'agent Patel. On les a enregistrés en train de discuter du plan de fraude, a-t-elle dit. Plus conspiration, fraude électronique et tentative de vente frauduleuse de biens immobiliers. On va avoir besoin d'une déposition officielle de votre part.
Bien sûr, ai-je répondu. Et Monsieur Brigg, votre femme vient d'arriver sur les lieux. Elle est bouleversée. J'ai regardé vers la maison. Cathy était sur notre pelouse, les mains sur la bouche, regardant les agents du FBI sortir des cartons de documents. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ai-je demandé. Ça dépend, a répondu Patel. De ce qu'elle savait, et de ce que vous voulez. J'ai observé Cathy longuement. 13 ans de mariage. Des belles années, au début, avant que tout ça ne dérape. Je veux juste ce qui est juste, ai-je dit finalement. L'affaire fédérale a avancé rapidement. Jérémy et Spencer ont tous les deux accepté des accords de plaidés coupables, se dénonçant mutuellement ainsi que plusieurs autres complices dans ce qui s'est avéré être une opération s'étendant sur 3 États, ciblant les familles de militaires. Cathy a soutenu qu'elle ne savait rien du plan global. Elle disait que Jérémy l'avait convaincue que je cachais de l'argent, que je comptais la quitter en la laissant sans rien. Elle affirmait que l'idée du refinancement venait de lui, qu'elle s'était simplement laissée entraîner. C'était peut-être vrai. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle a accepté un accord, restitution complète des fonds volés, renoncement à toute prétention sur la maison ou ma pension militaire, aveu écrit concernant la falsification de ma signature. En échange, je n'ai pas porté plainte. Le divorce a été finalisé 6 mois après ce fameux email venu de Kandahar. Divorce à l'amiable, séparation nette, dans l'ensemble. Le jour où les derniers papiers ont été signés, j'ai reçu un appel de l'agent Patel. Jérémy Ryan a été condamné aujourd'hui. 8 ans pour fraude, conspiration et vol d'identité. Spencer a pris 12 ans. Je me suis dit que vous voudriez le savoir. Merci, ai-je dit. Il y a autre chose, a-t-elle ajouté. On a trouvé des preuves qu'ils avaient fait ça à 11 autres familles de militaires. Votre dossier nous a aidés à établir le schéma. Ces familles pourraient récupérer leur argent grâce à vous. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le porche de mon appartement de location, à regarder le soleil se coucher, pensant à ces autres familles, à ces autres hommes partis en mission en croyant que leur foyer et leur mariage étaient en sécurité, pour ne revenir que vers le vide. Je n'avais pas prévu de faire tomber le réseau de Jérémy et Spencer. Je voulais juste récupérer ce qui m'appartenait. Mais parfois, les choses prennent une tournure inattendue. Mon téléphone a vibré. Message de Cathy. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. 1 an plus tard, j'ai vendu la maison. Je ne supportais plus d'y vivre. Trop de souvenirs, trop de trahison entre ces murs. J'ai utilisé l'argent pour acheter une petite cabane près de Missoula, dans le Montana. 2 chambres, 4 hectares de terrain, un ruisseau à l'arrière, pas de voisins à des kilomètres à la ronde. J'ai pris une retraite anticipée de l'armée. 20 ans, ça suffisait. J'avais assez donné. J'ai adopté un chien, un berger allemand nommé Scout. J'ai commencé à faire des petits travaux de menuiserie pour les gens du coin. Rien de compliqué, mais ça me gardait les mains occupées et ça payait les factures. Ma pension militaire couvrait le reste. Parfois, je pensais à Cathy. Je me demandais où elle avait atterri. James m'a dit qu'elle était retournée dans sa ville natale en Oregon, qu'elle travaillait dans un autre cabinet dentaire, qu'elle essayait de recommencer à zéro, je suppose. Je ne la détestais plus. En vérité, je ne ressentais plus grand-chose pour elle. Elle avait fait ses choix. Moi aussi. Un soir, j'ai reçu une lettre d'une femme à Fort Worth. Son mari était dans la Navy, en mission quand Jérémy et Spencer avaient essayé de la piéger. Le FBI lui avait donné mon nom dans le cadre du dossier. Vous ne me connaissez pas, écrivait-elle, mais vous avez sauvé notre maison. Merci d'avoir tenu tête quand il aurait été plus facile de tout laisser tomber. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai accroché sur mon frigo. Les jours où le silence devenait trop lourd ou les souvenirs trop douloureux, je la relisais. Et je me rappelais qu'au moins, quelque chose de bien était sorti de tout ça. La dernière fois que j'ai entendu parler de Jérémy, il était toujours en prison. Spencer aussi. Le système avait fonctionné, pour une fois. Quant à moi, j'apprenais à aller de l'avant. Un jour tranquille à la fois. En construisant quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on ne pouvait ni voler, ni falsifier, ni trahir. Quelque chose qui était juste à moi.